Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau rendez-vous de mes coups de cœur éternels. Alors, le premier épisode qui est disponible sur la chaîne, sur notre chaîne YouTube maintenant, comme vous le savez, avec ces aventures que l'on fait avec Mariana, mais aussi toute cette partie jeux vidéo qui est toujours très présente sur cette chaîne. Dans le premier numéro, vous avez pu voir Super Mario 64, World of Warcraft, Zelda Breath of the Wild et bon nombre d'entre vous, je le lis sur les réseaux sociaux à gauche à droite, vous pensez que je suis un ultra fan de Nintendo. Ben vous avez raison, je suis un ultra fan de Nintendo, mais je suis un fan tout court des jeux de qualité. J'aime Sony, j'aime Microsoft, j'aime bien évidemment Sega et le PC. Et comme vous l'avez vu dans la première sélection, je parlais d'un jeu PC, mine de rien, très rapidement dans mes 3 gros coups de cœur comme ça. Aujourd'hui, c'est un top 100% PlayStation, les amis. Alors, il y en a qui sont sortis sur Xbox aussi, mais j'ai que des versions PlayStation aujourd'hui. Donc, je vais aussi déverser mon amour à la marque Sony, bien évidemment. Pas que eux, mais aux éditeurs qui ont collaboré à faire transformer notre média, à le changer, à le faire évoluer. Bref, je crois que ces 3 jeux que vous appréciez, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne les aimeront pas, bien évidemment. Ça, voilà, c'est la démocratie du jeu vidéo, bien évidemment. Vous pouvez laisser des commentaires en bas pour me dire quels sont vos jeux qui vous ont marqué. Vous l'avez déjà fait dans la première vidéo. Mais je sais qu'il y en a d'autres. Le but du jeu, c'est que vous m'en donniez que 3 à chaque fois, pas plus. Et on y va 3 par 3 comme ça, et vous allez voir, on va explorer tout un ensemble de centaines de jeux qui nous ont marqués depuis plus de 30 ans maintenant, 30-35 ans quasiment. Et aujourd'hui, 3 jeux qui voilà, sont vraiment des jeux très forts, moi qui m'ont touché dans mes ressentis, dans ma façon aussi de voir, d'écrire, de créer, bref, de partager avec vous. Des jeux marquants qui ont influencé des centaines de milliers d'autres personnes dans le monde, dans différents formats. Alors comme vous voyez derrière, ça dézingue à coups de pétard, ça tire dans tous les sens. J'ai changé, j'ai mis Turok 2. Est-ce que vous vous souvenez de Turok 2 d'Acclaim, jeu exclusif à la Nintendo 64 pendant très longtemps. Je crois qu'aujourd'hui c'est disponible sur PC, il me semble. Mais ben voilà, j'avais envie de le mettre. Dites-moi dans les commentaires quel prochain jeu vous avez envie que je mette tourner sur la borne. Ce sera juste pour vous, les amis, bien évidemment. Je suis là pour ça. Alors n'oubliez pas un petit commentaire, un partage, un like sur les réseaux sociaux. Partagez à mort ces vidéos. Alors, je vais commencer par celui-ci parce que c'est le plus ancien des 3 que j'ai pris aujourd'hui. Donc là, vous ne le voyez pas. Mais il est là. Jeu PlayStation. Dans un état absolument incroyable. J'ai payé une misère au Japon. Biohazard, sorti sur PlayStation 1 en 1995, si je ne dis pas de bêtises, au Japon, connu sous le nom de la franchise Resident Evil dans les pays occidentaux, en Europe et aux États-Unis. Un jeu unique, magique, qui va transformer l'industrie de l'horreur dans le jeu vidéo à jamais. Alors, bien évidemment, certains le savent, ce n'est pas le premier survival horror du genre. C'est un jeu français d'ailleurs, Alone in the Dark. On passe le coucou à nos amis français qui ont pu travailler sur Alone in the Dark, et j'en connais certains d'ailleurs. Donc, Alone in the Dark est le précurseur, mais ce n'est pas celui qui va démocratiser vraiment le genre sur le marché mondial. C'est bien celui-ci, c'est la production de Shinji Mikami, le mec qui était derrière Tic et Tac sur NES, Aladdin sur Super Nintendo, il me semble, et Mega Drive aussi. Bref, un gars de Capcom qui a cette idée absolument extraordinaire de s'inspirer du travail de George Romero, réalisateur de films d'horreur, de zombies à l'époque. Pas besoin de le présenter. Bref, ce jeu est un monument. Moi, je l'ai eu sur PlayStation japonaise. Non, c'était une européenne, mais qui était modifiée. Vous vous souvenez avec le petit crayon, le haut du bouchon bleu de notre effaceur, bref. Ou avec la pâte à fixe, une combine assez incroyable. Jeu qui m'a définitivement marqué pour tout un ensemble des raisons. Déjà, la première, c'est sa qualité cinématographique, qui est inséminée dans le jeu vidéo, parce qu'elle n'existe pas vraiment, hormis avec certains titres comme peut-être Phantasmagoria, ou comme on parlait de Alone in the Dark avant, mais Biohazard va le faire d'une façon très américaine,
mais à la fois sans renier quelque part sa patte japonaise dans ses mécaniques et dans son gameplay qui à l'époque va marquer définitivement l'industrie. Ensuite, il y a sa technique qui, en allant du côté du photoréalisme, avec tous ces aplats de photos assez incroyables, permettant une ambiance unique qu'on ne voit pas dans d'autres jeux, permettent au jeu de se hisser très rapidement dans les jeux les plus bluffants, techniquement, dans l'immersion, dans la peur. Je me souviens de dizaines de petites choses incroyables. Il y a la scène avec les Doberman qui passent travers les fenêtres, mais il y a aussi cette scène d'introduction avec tous ces personnages, les uns à la suite des autres filmés en caméra, assez incroyable, cette cinématique d'intro où on rentre dans le manoir, la découverte du premier zombie qui se retourne face à vous, la découverte du premier Hunter aussi qui vous court, vous vous souvenez, après la deuxième partie du manoir, vous revenez dans le manoir et les gars arrivent, le twist, on passe de zombies à ces monstres à griffes qui sautent et qui vous décapitent instantanément. Biohazard a des centaines d'anecdotes, c'est un jeu qui est fort, les musiques, oh là là, les musiques, et puis un point que moi j'adore, qui a un peu disparu au fur et à mesure des années dans la saga, même s'il revient un petit peu dans Resident Evil 7, de façon plutôt cool, c'est vrai, ce sont les énigmes. Les énigmes ont globalement existé jusqu'à Resident Evil Code Veronica sur Dreamcast, puis après, avec l'arrivée du 4, du 5 et puis du 6 et des révélations en parallèle, les énigmes ont disparu un petit peu parce que, voilà, nous sommes dans l'ère de l'action, du rapide, les gens aiment peut-être moins réfléchir probablement, mais c'est bien dommage parce que ça faisait cette patte assez unique à la saga Biohazard et Resident Evil. Les énigmes sont assez incroyables, hein. Franchement, dans le jeu, elles sont bien pensées, elles sont un peu torturées, elles reflètent effectivement la pensée des architectes des différents manoirs que l'on découvrira à travers la saga Resident Evil. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Resident Evil 1, de ce Biohazard, monument de la PlayStation, monument du jeu d'horreur, monument du jeu 3D en 95, les jeux ne sont pas au niveau qu'ils sont aujourd'hui, mais quand celui-ci arrive, il y a un gap. Vous savez, il y a quelques jeux à l'époque comme ça. Il y a Biohazard, il y a Final Fantasy VII, il y a Gran Turismo, il y a Ocarina of Time, il y aura GoldenEye, il y aura Banjo, Kazooie, et j'en oublie, bien évidemment, Super Mario 64 si je ne l'ai pas dit. Bref, il fait partie du panthéon des jeux qui vont changer la donne, qui vont peut-être aujourd'hui créer dans cette mélade dans laquelle on est, où les jeux sont trop hollywoodisants, on en reparlera dans d'autres vidéos, ça, bien évidemment. Mais à l'époque, d'amener Hollywood au cœur du jeu vidéo, c'est novateur, c'est frais, c'est original et c'est terrifiant à la fois. Quel est votre pire souvenir de Resident Evil? Alors moi, je vais vous donner le mien, et après, vous me donnerez le vôtre dans les commentaires, celui qui vous a le plus marqué, celui qui vous a fait le plus flipper. Alors, je ne sais plus s'il est dans cette version-là, je ne crois pas, je crois que c'est dans la version Rebirth, qui a été nommé comme ça par Julien Chiez et Joypad à l'époque, Resident Evil, le remake sur Nintendo GameCube des années plus tard. Ben moi, c'est l'Aquarium. C'est ce passage avec ce requin blanc abominable, parce que certains d'entre vous savent que je suis absolument terrifié par les requins blancs. Voilà, moi, mon passage flippant de l'enfer, de l'angoisse, c'est ce requin blanc dans cet aquarium avec la lumière rouge qui passe sur le... Bref, à rien d'y penser, j'en ai des frissons. Sinon, pour le jeu d'époque, je crois que mon plus gros sursaut, c'est les Doberman. Je ne vais pas faire dans l'originalité, mais les Doberman, oui, ouais, vraiment, c'était plutôt surprenant. Voilà, un jeu au Panthéon, bien évidemment, les amis, qui va marquer notre jeu vidéo comme ça, à jamais. Et m'a marqué à jamais. Ensuite, j'ai deux autres jeux, mais je voulais vous faire d'abord une petite... J'ai trouvé ça l'autre jour, une petite découverte comme ça, j'ai payé ça une misère. La cassette, est-ce que vous vous souvenez de la cassette Super Nintendo, de tous les jeux Super Nintendo de l'époque? Est-ce que certains l'ont d'entre vous? Est-ce que vous vous en souvenez? Quelques super cassettes. Peut-être qu'on se la fera en live, hein, parce que pour ceux qui peuvent pas, je vais essayer de récupérer un magnétoscope. Et puis on va se la regarder en live, ça pourrait être fun, je sais pas, je vais essayer d'organiser ça, il faut que je trouve un boîtier pour connecter tout ça. Mais je pense que ça ferait plaisir à certains de se la revoir en live comme ça, avec des émotions, avec des pop-corn. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente. Alors, un autre jeu, vous allez me dire là, vraiment, c'est des années plus tard, PlayStation 3, Konami, qui patauge un petit peu avec sa franchise 3D Castlevania, va la donner à une équipe
espagnol, Mercury Steam. Et bon, bah, au début, on est un peu dubitatif. Moi, le premier, les premiers trailers, je me dis, bon, c'est un peu étrange, qu'est-ce que c'est? Et puis, il y aura un trailer japonais à quelques semaines de la sortie de Castlevania, de Lord of Shadow, qui dure entre 7 et 9 minutes. Je vous invite à essayer de retrouver ce trailer parce qu'il est monumental, extraordinaire, et moi, m'a donné envie, définitivement, de jouer à ce monument. Alors, Castlevania de Lord of Shadow, ça c'est la version absolument sublime américaine du jeu. J'avais envie de prendre celle-ci parce que je la trouve tellement belle avec cette boîte bleutée, avec ces artworks. Alors vous voyez pas très bien parce que bon, les lumières c'est pas non plus la folie. Mais voilà, avec ces artworks magnifiques, avec la musique, le jeu. Que dire de ce jeu? Par où commencer? Parce que j'en attendais si peu, soutenu bien évidemment par Kojima Productions pendant un temps. Ce jeu est peu attendu, va faire un bid. Ils vont en vendre qu'1 million. J'espère un portage d'ailleurs sur Nintendo Switch. Et de ce que j'ai entendu, c'était quelque chose d'envisageable pour essayer de rentabiliser apparemment la franchise, de faire une sorte de bundle des trois, du 2 et de la version 3DS. Bon, à confirmer, nous verrons ça bien évidemment dans les mois qui viennent si ça se confirme. Mais en tout cas, ce jeu a des centaines de qualités. La première, c'est son esthétique, son ambiance unique. Ils ont réussi à retransmettre ce qui pour moi est Castlevania, le Castlevania arcade. Je fais partie de la famille des Castlevania arcade. J'en ai quelques-uns là-dedans. Je préfère Super Castlevania 4. Je préfère Castlevania Dracula X à Symphony of the Night. Même si j'adore Symphony of the Night avec son côté un peu RPG-esque. Mais je préfère le côté arcade des premiers Castlevania, du 1, du 2, du 3, du 4 et du 5 notamment. Et puis des Castlevania Adventure sur Game Boy et autres. Et Lord of Shadow, je trouve qu'il arrive à faire le mix généreux entre les versions Castlevania Arcade et les versions généreuses de Castlevania RPG, en nous donnant un petit peu des deux et en créant une vraie ambiance et une vraie histoire. Donc son esthétique, sa technique, qui est pas tout à fait parfaite, de temps en temps ça ramouille un peu. On pourrait parler de ses musiques, parce que c'est un point important. Oscar Araujo est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a eu la chance de se rencontrer nombreuses fois en vrai, parce que il habite justement à Andorre, entre la France et l'Espagne, dans ce petit endroit assez magnifique au milieu des montagnes. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux pourront voir, j'ai fait une rencontre avec lui il y a déjà un petit moment. C'est un mec extraordinaire, et en plus un mec tellement talentueux dans la musique, on le voit bien. La composition musicale de Lord of Shadow est unique, un peu Seigneur of the Lord of the Ring, avec ce Seigneur des Anneaux, en touchant du doigt les compositions originales de Castlevania, alors sans tomber dans les compositions originales qui sont magnifiques. Hein. Moi, je suis un grand fan des musiques de Castlevania, mais je trouve qu'Oscar Araujo va essayer de faire quelque chose d'original, d'insuffler un vent particulier à ce Lord of Shadow. Ensuite, on pourrait parler de sa durée de vie, parce que j'aime pas parler de la durée de vie des jeux, pour moi ça n'a pas trop d'importance tant que l'expérience est là. Mais Lord of Shadow, on parle de 30 heures de jeu, d'un voyage, d'une aventure plutôt surprenant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Dans le voyage, je ne parle pas dans le compléter à 100%, je parle vraiment dans son voyage. Le jeu est long, c'est entre 20 et 30 heures en fonction de comment vous jouez. Le jeu est dur, avec ce côté un petit peu rétro dans sa difficulté, les combats acharnants avec les boss. Que dire, les boss sont incroyables, de toutes les tailles, de toutes les formes, la mythologie est plutôt bien exploitée, même si elle n'est pas au niveau, à mon sens, d'un Castlevania 4 ou d'un Symphony of the Night, certes, je vous l'accorde, mais pour un premier essai, après différents essais sur Castlevania en 3D, même s'ils ne sont pas tous mauvais, d'ailleurs, dans le lot, j'en ai un là, j'ai Castlevania 64, ici, en version française, qui n'est pas un monument extraordinaire du jeu, mais qui a quand même certaines qualités. La musique d'intro est fantastique, il y a un passage avec une tronçonneuse dans un champ qui est pas mal, l'ambiance était pas mal, mais la technique était à la ramasse. Bref, surtout à 64 à l'époque, c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de jeux mauvais. Aujourd'hui, il y a moins en moins de jeux mauvais. Il y a des jeux juste moins bons que d'autres, mais il n'y a pas de jeux vraiment foncièrement mauvais. On va dire qu'on a résolu quand même un ensemble de problématiques avec les 3C. Les 3C, c'est en termes de game design avec les caméras, le personnage et tout ça. On a réussi à résoudre ce genre de problématiques. J'aimerais clôturer ce Lord of Shadow sur 2 points. Le premier, je vous incite à le faire.
Parce qu'il a probablement l'une des toutes meilleures fins du jeu vidéo, tout confondu. Si ce n'est que je dirais qu'il est dans le top 3 des meilleures fins de tout confondu jeu vidéo, unique, magique, surprenante, vraiment à vous clouer, entre guillemets, le cul sur la chaise. Le deuxième point, la saga Lord of Shadow n'a pas eu la possibilité de garder cette qualité apparemment, parce que je n'ai pas fait Lord of Shadow 2, et je vais le faire. J'attends juste qu'un portage du moins, se fasse, et je pense que je le ferai, parce que j'ai entendu différents échos. J'ai entendu une presse généralisante dire que c'est vraiment chiant et moins bon, et j'ai entendu des gens, des joueurs, comme vous, après coup, ont commencé à faire le jeu, et ont découvert un jeu beaucoup plus qualitatif que ce qu'il n'y paraît, hormis les passages du présent qui effectivement sont globalement pas bons, mais celui du château, le deuxième, est plus concentré sur le château de Dracula. Bref, je vais le faire, une fois qu'il y aura un portage, je le ferai avec grand plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi si c'est un jeu qui vous a plu, dites-moi si vous aimeriez peut-être que ce jeu devienne un portage, une trilogie, dites-moi vos meilleurs souvenirs de Lord of Shadow. Bon, voilà, alors on avance dans la vidéo, on se fait plaisir, comme je vous ai dit, c'est des coups de cœur aujourd'hui, c'est un top un peu PlayStation, comme vous l'avez vu. On en fera d'autres. Mais, pardon, c'est la passion sur les jeux qui m'ont marqué. Pour ce dernier jeu de ce top 3 d'aujourd'hui, de mes coups de cœur éternels, voilà. Bon. J'ai presque envie de vous dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je pourrais terminer la vidéo maintenant, tellement il n'y a rien à dire, vu qu'on s'est compris. Bon. Pourtant, on va en parler quand même. Parce que j'ai fait cette vidéo, c'est quand même pour partager ce que j'ai ressenti de Journey, de comment je l'ai vécu, et je vais essayer de vous raconter mon expérience, au lieu de vous parler directement du jeu. À l'époque, je travaille dans une boutique de jeux vidéo en Suisse, à Nyon. J'oscillais entre Genève et Nyon, et je suis à Nyon, et puis Journey, on en parle, mais c'est quelque chose qui est qu'on voit dans les salons, mais si vous vous souvenez de l'E3, il a été présenté, il était un petit peu en marge. C'est un petit jeu, les jeux indépendants, ça prend pas vraiment d'importance, hormis Microsoft avec son Xbox Live qui est grandissant, mais Sony a un peu de mal avec ça. Donc, Journey, ça a l'air cool, mais bon, c'est pas le jeu que t'attends le plus au monde. Bon. Et puis moi, je suis en boutique, donc je vends mes games, je conseille mes clients, machin, et puis on reçoit Journey. Puis bon, là, j'échange avec mes collègues, je dis tiens, ça a l'air vraiment incroyable, bon, ça a l'air juste fantastique, bref. Et j'ai un de mes collègues qui le prend, qui le fait, puis il me dit le lendemain, il me dit juste fais-le. Il me dit pas grand chose d'autre, il me dit juste fais-le. Je dis bon, écoute, je vais le faire. Et va se passer un truc de fou. C'est que bon, moi je joue sur ma PlayStation, chez moi, tranquille, j'insère le jeu. Et c'est parti, je prends la manette, je découvre ce personnage dans ce monde désertique assez vraiment magnifique, fluide, beau, bref, le jeu transpire plein de choses que j'aime. Et puis j'avance, je découvre le monde, le premier niveau, l'ambiance, les musiques d'Austin Wintory, la direction artistique, magnifique. Et puis en avançant, je vois un autre personnage, un PNJ, pour moi un PNJ, qui est comme moi, et puis qui se déplace, et puis qui me fait des signes, je l'interprète comme des signes, qui me fait des signes, et puis bah moi je dis tiens c'est génial quoi, l'IA elle est juste dingue quoi, j'ai l'impression qu'il répond à ce que je fais, quand tu fais un signe, il fait un autre signe, bon, et puis on suppose, on échange, machin, et puis on fait les premiers niveaux, les premières parties, c'est intéressant, et je vais faire le jeu d'une traite en fait. Je pense pas qu'il est si court à la base. Et donc j'arrive à la fin, je vais arriver à la fin du jeu en me disant ah ben merde c'est la fin, mais oui et non en fait, c'est ça qui est particulier, c'est que je suis pris entre deux sentiments, c'est que je suis surpris que ce soit la fin, mais je me doute que c'est la fin. Et j'avance comme ça dans le jeu, et puis on arrive dans la partie de neige, vous savez, il y a cette montagne où on monte, et on monte. Et en montant, je vois toujours ce même PNJ, qui parce que je n'ai pas coupé la partie, est toujours le même en fait, et on se suit comme ça. Puis je tourne la caméra, je le regarde, et puis je le vois aussi monter comme ça. Et là, j'ai un déclic. Je peux pas vous expliquer, j'ai un déclic de fou. Je me dis, putain, mais c'est un joueur. Je suis sûr que c'est un joueur. Et
Et là, j'essaie de vraiment d'être super net avec vous. Ma console était connectée. J'ai accepté au début, oui, jouer connecté, genre de truc. Bref, j'ai pas fait attention. Mon pote à la boutique m'avait pas dit qu'il fallait être connecté ou pas. Moi, j'étais connecté de base. Et je comprends qu'au moment où on monte cette montagne ensemble dans la neige, que c'est un joueur et qu'il est en train de mourir, de galérer comme moi, en train de monter cette magnifique montagne de neige avec la difficulté. Et je vais avoir ce sentiment unique que seul ce jeu m'a procuré, d'avoir partagé mon aventure avec un inconnu. C'est vrai, je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas qui il est. Mais bizarrement à la fois, j'ai eu l'impression que ce mec a eu accès à des sentiments que j'ai eu parce que j'ai versé ma larme dans le jeu, j'ai été touché par l'émotion, et j'ai l'impression que cet homme-là, ou cette femme qui jouait derrière, a partagé mon émotion, et ça se trouve que si on l'interviewait aujourd'hui comme ça avec une cam, il vous dirait la même chose, ou pas, je sais pas, mais j'espère qu'il nous dirait la même chose, qu'il a vécu la même chose, et qu'on a eu une connexion, comme ils appellent, je crois que c'est l'asymétrique, le online asymétrique, ou je sais plus, ça vous me reprendrez dans les commentaires, je me souviens plus comment on appelle ça. Journey m'a créé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'unique, que je ne recherche pas forcément dans un autre jeu, parce que c'est le fait de ne peut-être pas avoir su que c'était un vrai joueur qui me laisse ce goût unique. Je ne l'ai jamais refait. Je ne le referai jamais. Je suis totalement contre ceux qui l'ont fait plein de fois. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui ont fait plein de fois pour avoir le personnage. Non, je ne vois pas l'intérêt. Je pense que c'est une expérience unique qui se vit une fois. J'ai envie de vous dire, je vais vous faire une... ça va être un peu drôle, mais la première fois que vous faites l'amour à quelqu'un, quelque chose qui crée quelque chose d'unique. Et ben Journey, là je suis un peu extrême, vous allez me dire, mais crée cette chose unique aussi. Un goût, un sentiment d'avoir connu, en même temps, vous n'avez pas connu une personne à l'autre bout du monde qui a joué avec vous, qui a partagé cette expérience. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si j'exagère, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je ressens autour de Journey des années après avoir joué le jeu, et j'ai toujours ce même sentiment. Pour moi, c'est un jeu au Panthéon. Bravo à Genova Chen et son équipe d'Adgame Company. Bien évidemment, bravo à Santa Monica, à Shaco, à Eric, qui sont des gens que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai pu travailler pendant un laps de temps autour de Seasons of Heaven, quand on réfléchissait si on pouvait le faire avec Sony. Un grand merci à ces gens-là qui sont des gens de talent, qui certains ne sont plus à Santa Monica aujourd'hui, hein, ça a beaucoup changé à Santa, mais un grand merci à ces gens-là parce qu'ils ont fait confiance à Genova Chen et son équipe pour aller jusqu'au bout. Je sais qu'il y a eu des dizaines de prototypes autour de Journey, le jeu devait se jouer à 4 au départ, ce n'était pas tout à fait le même genre de jeu, et c'est ça la magie du jeu vidéo, parce que des fois on part avec une idée, et puis en cours de route elle va se transformer pour, avec Journey, créer quelque chose de monumental, d'inoubliable. Un accident industriel est devenu une pépite, un monument du jeu vidéo. Les lettres du jeu indépendant ont gagné leur noblesse avec le jeu de Journey. En tout cas, merci à tous. J'espère que cette nouvelle vidéo... Ah bah vous voyez, regardez, j'arrive. Hop là. Et voilà, il vous dit coucou. Bon, il aime pas trop, mais il vous dit coucou. Qu'est-ce que t'as pensé de Journey, toi, hein, oui. Bon. Allez, hop. Bref les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo des coups de cœur éternels vous a plu. Dites-moi si ces 3 jeux font partie des jeux marquants, commentaires, like, partage. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee pour aller encore plus loin avec ce qu'on fait avec Mariana à côté, avec ses investigations dans les lieux hantés, légendes et patrimoines de France, parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, et je sais que vous êtes nombreux à aimer ça. Merci à tous les joueurs, merci, love and respect à tous. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo et sur les réseaux sociaux. A très bientôt, merci de votre soutien, merci les amis.